passerai tout de suite à la première partie qui est celle de la revue des paramètres d'alignement globaux. Alors quand on regarde cette première diapo, on se dit oulala, c'est un truc à attraper mal à la tête. Et quand on questionne un peu les collègues en dehors de la France, eh bien en dehors de l'Hexagone, souvent on nous regarde d'un œil un peu bizarre. On a l'impression que les Français font un peu leur science infuse de l'équilibre, de l'alignement plutôt sagittal, et parfois on a du mal à se faire comprendre. On va essayer de faire le tri un petit peu dans tous ces paramètres parce qu'il y en a beaucoup. J'ai fait la revue de la littérature et je vous avoue que j'ai pas tout compris du premier coup non plus. Et après avoir relu un certain nombre de papiers plusieurs fois, finalement, je me suis aperçu qu'on pouvait faire un peu un jeu des 4 familles, c'est-à-dire qu'on avait la famille des mesures de distance, les plumb lines, les SVA. Après, vous avez la famille des paramètres d'inclinaison du tronc, c'est-à-dire des angles qui s'inclinent plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière. Ensuite, vous avez la famille des paramètres qui tiennent compte aussi des compensations pelviennes, notamment de la rétroversion pelvienne et certains même de la flexion des genoux. Et puis ensuite, vous avez les formules mathématiques. Donc la table ronde, on va la construire un petit peu là-dessus. Je vais juste balayer les différents paramètres de façon assez simple pour vous dépeindre un petit peu le tableau. Alors tout d'abord, dans la famille des paramètres de translation, la SVA de C7, je pense que vous la connaissez tous, c'est la translation donc de l'aplomb de C7 par rapport à S1. On considère qu'elle est normale lorsqu'elle est inférieure à 5 mm, mais c'est un paramètre qui ne tient pas compte des compensations pelviennes. Et c'est un paramètre qui n'est pas adapté pour comparer différents patients entre eux, mais plutôt pour regarder l'évolution dans le temps d'un seul patient, ou par exemple pour regarder pré versus post-opératoire. Il faut bien savoir aussi que C7, c'est pas la ligne de gravité, ça a été décrit par Rousouli et ensuite à l'ENSAM également par Steffen qui ont utilisé des plateformes de force. En fait, la ligne de gravité est beaucoup plus antérieure, elle est en moyenne 16 mm derrière l'aplomb des conduits auditifs, donc c'est à ne pas confondre. De façon assez analogue, on a les SVA de C2 ou la SVA des conduits auditifs qui peut être positif en antérieur, et là comme sur le schéma, vous voyez, elle va derrière le sacrum, elle peut être négative également. Et puis vous avez le C7 Barré ratio. Cédric Barré avait décrit avec Pierre Rousouli finalement comment se comportait la SVA de C7, mais pondérée par la distance entre la bissectrice, entre les têtes fémorales et le plateau sacré. Donc ici on est sur un ratio. Vous voyez que plus le ratio augmente, et bien plus C7 migre vers l'avant, plus il diminue, et bien plus C7 est vers l'arrière. Mais grosso modo, c'est la même tendance qui est dégagée ici. La deuxième famille, ce sont les paramètres de l'inclinaison du tronc. Alors ceux qui sont très classiques et parmi les premiers décrits par Madame Duval-Beaupère, ce sont les gîtes en T1 et T9, donc en gros l'inclinaison de T1 et de T9 par rapport à la verticale et par rapport au milieu des deux têtes fémorales, en sachant que tous les deux paramètres reflètent l'inclinaison des troncs avec des valeurs positives en arrière, des valeurs négatives en avant. Voilà. Et vous avez un paramètre qui a été décrit un petit peu plus tard, qui prend en compte également la partie cervicale et la tête, l'ODHA, à partir de reconstruction EOS, 3D, mais finalement projeté dans le plan sagittal, où vous avez une verticale par rapport à toujours le milieu des deux têtes fémorales, et ensuite l'angle qui va monter vers l'odontoïde ou vers les conduits auditifs, et donner une petite inclinaison. Dans les publications Princeps, ces deux paramètres varient très peu, ont des petites valeurs, et vous voyez que les normes tournent autour de 2 à 3 degrés. On va maintenant décrire les paramètres tenant compte de la compensation du bassin. Il y en a 4. Le premier, qui est plutôt le paramètre américain de nos amis new-yorkais autour de Virginie Lafage, qui est le TPA, T1 Pelvis Angle, qui, vous voyez, tient compte d'une part de l'inclinaison de T1 par rapport aux têtes fémorales, et puis ensuite on a, comme pour la version pelvienne, une droite qui remonte vers le bassin. Donc c'est en quelque sorte un mix entre l'inclinaison de T1 et de la version pelvienne. Si cet angle diminue, et bien T1 va basculer vers l'arrière et la version pelvienne va se fermer. Si l'angle augmente, et bien ça traduit une augmentation du déséquilibre antérieur. De façon, dans la même philosophie, un peu, Ibrahim Obed avait décrit le global tilt, qui lui en fait est décomposé en C7 vertical tilt. Vous voyez là en bleu, là, le C7 vertical tilt, il ressemble pas mal à ce qu'on a vu, sauf qu'il le sommet se situe au niveau du sacrum en bas.
et il rajoute à cela la version pelvienne. Donc le C7 vertical tilt plus version pelvienne égale global tilt, mais ça vous donne à peu près la même information que le TPA avec une augmentation qui traduit le déséquilibre antérieur. Donc là aussi, vous avez la rétroversion pelvienne qui est incluse. Le troisième paramètre qui est intéressant, qui nécessite par contre des clichés EOS donc du corps entier, y compris les membres inférieurs, est le Global Sagittal Axis, qui lui va regarder C7 par rapport aux condyles fémoraux, et ensuite le sacrum par rapport aux condyles fémoraux. Vous voyez que là aussi, vous avez un angle qui peut se fermer et s'ouvrir en fonction du déséquilibre. Et le quatrième dans la famille des paramètres qui tiennent compte de la rétroversion pelvienne, c'est le SSA, Spinocycle Angle, qui lui est composé en fait de l'inclinaison de C7 par rapport à l'horizontale, et ensuite on a une composante en dessous de la pente sacrée. J'ai pris ici un petit schéma d'une publication de Pierre Roussoli qui, je trouve, illustre assez bien le problème. Si vous avez une rétroversion du bassin, la pente sacrée va diminuer. Si vous avez un déséquilibre antérieur, C7 va aller vers l'avant et donc l'angle va se fermer. Un déséquilibre antérieur va être traduit par une diminution de cet angle qui, au final, est assez simple à mesurer également. La dernière famille sont les formules mathématiques. Vous avez décrit par Yagi une formule qui est assez globale avec le GSA, Global Spine Alignment, qui va additionner la syphose thoracique, soustraire la lordose lombaire parce qu'elle est décrite donc en chiffres négatifs, et additionner l'incidence pelvienne. La norme est définie en dessous de 45 degrés. On est un petit peu sur la même philosophie que le PI-LL, ce qui veut dire qu'en fait ici on est vraiment sur une appréciation assez globale sans réellement pouvoir être discriminant sur les types d'alignements qu'on connaît dans les classifications de Roussoli. Le dernier paramètre qui sert peut-être moins à décrire l'équilibre global, mais plutôt à planifier correctement les ostéotomies et le FBI de Jean-Charles Le Huyec, qui est intéressant pour planifier de combien on veut faire une ostéotomie. Par exemple, une OTP. Vous voyez sur le petit schéma à droite à la situation de déséquilibre. On va ensuite planifier en ramenant ces 7 au-dessus des têtes fémorales, enfin dans un SVA normal, mais vous voyez que les paramètres de compensation ne sont pas encore corrigés, à savoir la flexion au niveau des genoux. Donc il faudra rajouter à cet angle de correction de C7 l'angle de flexion ici. Et puis en fonction de la version pelvienne, il faudra rajouter également une version pelvienne et additionner tout ça et ça va vous donner la correction. Donc pour résumer, on a 4 familles, les distances avec les SVA, le C7 barré ratio, les paramètres d'inclinaison avec les gîtes, les paramètres intégrant la compensation pelvienne, le TPA, le Global Tilt et le SSA, et les formules mathématiques, le GSA, qu'on va analyser maintenant.